quand le printemps s'arrête au milieu d'une salle blanche? Je pensais avoir appris à parler de la mort avec des mots simples, jusqu'au jour où une mère jeune m'a demandé combien de printemps il lui restait pour apprendre à sa fille à faire du vélo. Elle avait un peu plus de 30 ans, un foulard fin autour du cou comme une promesse légère. Les examens traînaient depuis des semaines, une fatigue sans raison, une douleur sourde au flanc droit, des prises de sang qui paraissaient hésiter. L'imagerie a tranché comme le fait parfois la science quand elle cesse d'être ambiguë. Des taches dans le foie, dans les os iliaques, des petites lumières là où il ne devrait y en avoir aucune. Le mot métastase s'est imposé dans ma bouche avec la retenue que l'on réserve aux lames. Nous sommes entrés dans une petite salle, celle avec la fenêtre sur la cour et la table ronde qui sonne creux. Je me suis souvenu de tout ce que les formations enseignent, respirer, s'asseoir, regarder, poser une phrase brève. Elle a serré les mains sur son sac, le pouce frottant le cuir comme pour effacer une poussière invisible. Je lui ai expliqué que la maladie n'était pas localisée, que l'on ne parlerait pas de guérison, mais d'un traitement pour gagner du temps et du confort. Je me suis entendu prononcer le mot chronique avec une douceur qui me semblait sincère et cruelle tout à la fois. Il y a eu un silence d'une longueur exacte, ni trop, ni trop peu. Elle a inspiré comme on plonge et a souri, un sourire étrange qui contenait à la fois de la panique et une forme de décision. Elle a dit sans dire qu'elle avait une fille de 5 ans qui n'aimait pas les chansons tristes, un chat blanc trop gourmand et une liste de recettes qu'elle n'avait pas encore transmises. Elle a sorti de son sac un carnet avec des pages quadrillées. Elle a noté les noms des médicaments, les jours de perfusion, les effets secondaires probables. Puis, dans la marge, elle a écrit promenade du samedi avec trottinette. J'ai vu son stylo hésiter, puis tracer 3 petits carrés à cocher. La suite a pris le visage de ces semaines où l'on apprend à devenir une patiente organisée. Les perfusions, les bilans, les rendez-vous pour la perruque, le choix d'un bonnet pour les jours de vent. La chimio a fait son œuvre de façon prévisible. Les cheveux sont partis en quelques poignées. Ce jour-là, sa fille est entrée dans mon bureau avec une gravité d'adulte en miniature. La mère lui avait proposé de se faire couper les cheveux aussi, très courts, pour que la maison ne soit pas divisée en 2 camps. L'enfant avait répondu qu'elle préférait garder ses tresses, mais qu'elle prêterait volontiers ses barrettes les plus colorées. Un soir, en fin de consultation, la mère a demandé si l'on pouvait parler de chiffres, mais avec des mots. Elle ne souhaitait pas une courbe ni une probabilité, seulement une échelle qui tient dans la main. Je lui ai dit que certains vivent des années, d'autres seulement quelques saisons, et que l'on ne sait pas d'avance sur quelle ligne on se tient. Elle a hoché la tête et a répliqué qu'alors, elle compterait en printemps. Elle a ajouté qu'elle voulait descendre seule à l'école, le premier jour où sa fille y irait sans la main d'un adulte, même si ce serait lent et maladroit. Cette phrase a déposé en moi une pierre plate que je garde encore dans la poche des jours difficiles. La maladie a reculé un temps, puis elle a trouvé de nouvelles routes comme elle le fait quand elle est têtue. Les douleurs ont exigé des morphiniques légers, les scans se sont couverts de termes qui n'aiment pas les superlatifs. Un matin d'automne, elle est venue sans foulard. Elle avait le crâne lisse et la nuque pâle. Elle m'a raconté la fête d'anniversaire de sa fille au parc, les bulles de savon qui éclataient contre la lumière et la façon dont la petite lui avait dit qu'on peut être belle, même quand on brille comme la lune. J'ai noté la phrase dans le dossier, pas pour l'administratif, mais pour me souvenir qu'un service hospitalier peut être traversé par des phrases qui tiennent chaud. Quand la progression était devenue indiscutable, nous avons réouvert la petite salle à la table ronde. Elle m'a devancée. Elle a dit qu'elle ne voulait pas d'acharnement, qu'elle souhaitait retourner chez elle avec une équipe à domicile, qu'elle préférait entendre le bruit de la machine à laver plutôt que celui des perfusions. Elle a demandé une seule faveur, que je lui dise honnêtement si l'hiver à venir serait le dernier. J'ai répondu que je ne savais pas, que je ne sais jamais, mais que nous ferions tout pour que chaque jour ait un goût entier. Ce qui m'accompagne, ce n'est pas sa mort qui est arrivée un matin clair de février, entourée des siens. Ce que je n'oublierai jamais, c'est sa manière de ranger son stylo et de poser sa main sur le carnet, comme on ferme un livre au bon marque-page. Sur la dernière page, elle avait écrit avec des lettres rondes « Apprendre à ma fille la tarte aux pommes avant la fin du mois de mai ». La tarte a été faite.
La fille est revenue 1 an plus tard avec un gâteau trop doré et un sourire sérieux. Elle a dit que la recette était exacte, mais qu'il fallait plus de cannelle. J'ai compris ce jour-là que parfois la nouvelle que l'on annonce n'est pas seulement une fin. C'est le début d'un héritage qu'on apprend à compter en saison. Salle d'attente au bout du couloir. On m'avait expliqué qu'il existe un protocole pour annoncer la mort encéphalique. On m'avait moins expliqué comment tenir son souffle quand un père prend les lacets de son fils pour les refaire une dernière fois. Le garçon avait 16 ans, un scooter, un casque fêlé, une nuit de pluie. Les services préhospitaliers avaient fait ce qu'ils pouvaient, immobilisation, ventilation, adrénaline mesurée. Au scanner, les images se sont assombries jusqu'à devenir silencieuses. L'œdème gagnait, les réflexes s'éteignaient un à un, les constantes se maintenaient par pure volonté des machines. Nous avons multiplié les examens comme pour refuser l'inéluctable. À la fin, le tableau ne laissait plus de doute. Mort encéphalique, cet état paradoxal où le corps reste tiède alors que la personne, elle, s'est déjà retirée. Les parents attendèrent dans une salle au bout du couloir, sur les sièges de plastique bleu qui grincent quand on bouge. La mère tenait un sweat à capuche gris parfumé, à la lessive bon marché. Le père regardait un point au mur avec l'obstination de ceux qui veulent forcer une porte close. Nous nous sommes assis. J'ai parlé lentement. J'ai décrit ce que cela veut dire quand le cerveau cesse durablement de répondre, ce que signifient les tests, pourquoi le terme irréversible n'est pas une figure de style, mais une frontière nette. Je n'ai pas prononcé de chiffres. J'ai dit les choses dans l'ordre et j'ai attendu que le silence fasse le travail que les mots ne savent pas faire. La mère a posé le sweat sur ses genoux et l'a lissé longuement. Elle a demandé si elle pouvait voir son fils. Le père n'a rien dit. Il a pris une grande inspiration, puis il s'est levé et a proposé d'appeler la grande sœur pour qu'elle ne l'apprenne pas par un message. Dans la chambre, la machine respirait à intervalles réguliers. Les paupières du garçon restaient mi-closes. La mère a posé la paume sur le front et a murmuré sans élever la voix des choses simples de la maison. La fenêtre qui laisse entrer l'odeur d'herbe coupée, le chien qui gratte à la porte du jardin. Je suis sortie quelques minutes pour leur laisser de la place. Quand je suis revenue, l'infirmière coordinatrice du prélèvement d'organes attendait dans l'ombre de la porte. La loi autorise et encadre, mais elle n'impose jamais. Je me suis de nouveau assis avec les parents. J'ai expliqué que certains choisissent de transformer ce désastre en possibilité pour d'autres. J'ai insisté sur le fait que personne ne les jugerait s'ils refusaient. Le père a hoché la tête, puis il a demandé s'il pouvait refaire les lacets des chaussures de son fils. Il voulait que tout soit en ordre, a-t-il dit sans le dire. Je me suis décalée. Il s'est agenouillé, et ses doigts ont refait les nœuds avec une lenteur solennelle. C'est ce geste que je n'oublierai jamais. Un père qui, face à l'inacceptable, choisit de s'occuper encore de quelque chose de concret et de petit. Ils ont accepté le don. La coordinatrice a parlé d'organisation, de temps opératoire, de respect du corps. Tout a été fait avec une exactitude presque religieuse. Avant le départ au bloc, la mère a glissé le sweat sous la tête de son fils et a demandé que la capuche touche un peu ses oreilles parce qu'il disait toujours qu'il avait froid au service. Le transport s'est déroulé dans un silence dont je me souviens la densité. Après, le service s'est rempli d'une activité sans contour. Les machines bipaient, les brancards circulaient, la routine reprenait sa respiration. Quelques semaines plus tard, une lettre est arrivée, la manière administrative de dire merci. Les greffes s'étaient bien passées. Quelqu'un, quelque part, respirait mieux, filtrait mieux, vivait mieux. Les parents sont revenus une fois, pas pour parler de générosité ni de mérite. Ils voulaient, simplement, s'asseoir dans la salle d'attente et sentir l'odeur du couloir. La mère a serré le sweat et a dit que les lacets tenaient toujours. Je me suis souvenue alors qu'annoncer la nouvelle n'est pas seulement fermer une porte. C'est aussi, parfois, ouvrir une fenêtre sur la possibilité que la vie continue ailleurs avec une petite part de celui que l'on a perdu. Le capitaine et la carte marine. Il m'a appris que certaines nouvelles ne brisent pas, elles déplacent la ligne d'horizon. Il avait dépassé les 70 ans, la peau brune des gens qui ont vécu dehors, des mains épaisses, une voix grave qui sonnait comme un moteur diesel au ralenti.
Ancien marin-pêcheur, il conservait dans un tube de carton des cartes marines pliées avec soin. La cardiomyopathie avait grignoté son cœur en silence pendant des années. Les derniers mois, la dyspnée avait rendu les escaliers menaçants, les chevilles devaient doubler, les nuits s'étaient maintes peuplées de réveils essoufflés. Les examens ont confirmé ce que le corps savait déjà. Une insuffisance cardiaque avancée, des artères fatiguées, des valves qui hésitent, une fonction rénale qui ne tolérerait pas des gestes trop lourds. Nous nous sommes assis dans une pièce claire. J'ai expliqué que l'on pouvait alléger les symptômes, équilibrer les diurétiques, jouer finement sur les doses, organiser des visites à domicile, mais que l'idée d'une transplantation ne tenait pas. Trop de comorbidités, trop de risques, trop peu de bénéfices probables. Je pensais à la déception qui allait venir. À ma surprise, il a sorti calmement une carte marine et l'a déroulée. Il a posé un doigt sur un chenal qu'il connaissait par cœur. Il m'a dit sans parler que la mer lui manquait et que la seule chose qui comptait désormais était de la voir une dernière fois, sans masque et sans perfusion. Nous avons monté un plan avec l'équipe de soins palliatifs. Ajustement du traitement pour qu'il respire mieux, préparation d'un petit trajet en ambulance sur une journée, autorisation pour s'asseoir sur une jetée à la sortie du port, oxygène portable au cas où. Sa fille a préparé un panier avec du café, dans un thermos et un sandwich au thon comme autrefois. La veille, il a repassé la carte avec la main, comme on lisse un drapeau avant de le hisser. Le matin choisi était d'un gris pâle que la pluie n'avait pas encore troué. L'ambulance s'est garée près des rochers, il a avancé lentement jusqu'au banc qu'il avait repéré 1000 fois dans sa tête. Il a posé la carte sur ses genoux, l'a ouverte à la page du chenal et a respiré, longtemps. Nous n'avons pas parlé. Il a regardé l'horizon comme on regarde un visage aimé qu'on n'a pas vu depuis des années. Je me suis dit que dans l'art d'annoncer une mauvaise nouvelle, il y a parfois une partie qui consiste à offrir un décor possible à la suite. Les jours suivants, il allait mieux au-delà de ce que l'on pouvait attribuer aux médicaments. Il disait que l'air avait regonflé ses poumons de souvenirs utiles. Une semaine plus tard, l'essoufflement a repris sa place. Il a été hospitalisé de nouveau. Il avait posé la carte pliée sur sa table de nuit. La nuit de sa mort, l'infirmière m'a dit qu'elle l'avait vu lisser le papier une dernière fois. Pas un geste dramatique, plutôt la manière d'un capitaine qui rentre au port. La réaction que je n'oublierai jamais, ce n'est pas un cri, ni une colère. C'est cette façon de déplacer la ligne d'horizon pour lui rendre une forme habitable. Depuis, quand je dois annoncer que l'on ne guérira pas, je pense à sa carte. Je propose presque toujours une destination qui a du sens pour la personne en face. Parfois, c'est une promenade dans un jardin public, parfois une recette de famille préparée ensemble, parfois la permission d'emmener le chien à l'hôpital dans une cour discrète. L'annonce alors cesse d'être une falaise. Elle devient une côte avec des baies où l'on peut jeter l'ancre quelques heures. Et je sais que, dans ce travail fragile, ces petites géographies comptent autant que les médicaments. La bague dans la poche. J'ai pensé longtemps que l'on se souvient surtout des cris. Ce soir-là, ce dont je me souviens, c'est d'un geste minuscule, une main qui cherche au fond d'une poche. Il était presque 21 heures passées quand l'ambulance a atteint les urgences. Une pluie régulière lavant les trottoirs, des gyrophares qui prenaient beau la façade à rebours. La route avait fait son œuvre de manière silencieuse et brutale. Nous avons travaillé comme on le fait quand il ne reste que la précision, des compressions, des drogues, des gestes ordonnés. Au bout d'un temps que l'on préfère ne pas compter, il n'y avait plus rien à gagner contre la mécanique de la mort. Le corps s'est apaisé. La salle s'est vidée d'un seul coup, comme si tout l'air s'était retiré par la même porte. Dans la pièce d'attente du bout du couloir, un jeune homme nous attendait. Veste sombre encore mouillée, basket tachée par une flaque de gasoil, un regard qu'il fallait aller chercher au fond. On m'avait dit qu'il était le compagnon, qu'ils vivaient ensemble depuis un peu plus de 4 ans, qu'ils avaient un appartement sous les toits, des plantes vertes qui poussent trop et un chat au nom italien. Je me suis assis, j'ai respiré, j'ai parlé bas. Les phrases prévues par les formations ont traversé ma bouche, nettes et courtes, puis il y a eu le silence. Ce silence qui pèse exactement la durée d'une compréhension.
Le jeune homme a hoché la tête avec une lenteur qui ne ressemblait pas à un refus. Son regard a glissé vers le sol, puis vers ses mains. Il a dit qu'il avait sur lui quelque chose qui devait être donné ce soir même, au restaurant où ils avaient réservé une table depuis des semaines. Sa main droite a cherché la poche intérieure de la veste, a ramené une petite boîte recouverte d'un tissu bleu nuit. Il n'a pas ouvert la boîte, il l'a simplement posée dans sa paume, comme on confie un secret à l'air. Je lui ai proposé de la voir. Pas la salle où l'on s'agite, mais la pièce claire que l'on prépare pour les adieux. L'infirmière a changé le drap, fermé les yeux avec cette délicatesse qui ne s'apprend pas dans les livres, posé la main droite de la défunte sur le torse. La chambre sentait le désinfectant et la pluie, une odeur de laine humide entrée par vagues. Il s'est assis, a respiré, a levé les yeux sans trembler. Puis, il a ouvert la petite boîte. Un anneau simple, fin, une pierre discrète. Il a demandé s'il pouvait le glisser, que cela comptait pour lui, que cela faisait partie d'une promesse qu'il avait préparée depuis des semaines. Nous avons fait en sorte que le geste soit possible, sans saccage ni maladresse. L'infirmière a montré comment soulever doucement la main, comment faire tourner l'anneau dans le bon sens, comment respecter la place de chaque doigt comme on respecte la place de chaque souvenir. Le jeune homme a posé l'anneau avec une précision presque solennelle. Puis il a gardé la main dans la sienne, sans parler, jusqu'à ce que la couleur du soir cède à la couleur de la nuit. Je me souviens de ce moment où il a rangé la boîte vide dans sa poche. Un geste ordinaire qui soudain change de densité. Il a regardé la bague et a dit qu'il n'avait pas eu le temps de lui demander de l'épouser. Il n'a pas pleuré. Il a simplement ajusté la position de la main, l'a couverte avec une mèche de cheveux et a chuchoté des mots qui appartenaient à la maison, à la vaisselle qui sèche près de l'évier, au café du matin trop serré. Je suis sortie, j'ai attendu derrière la porte, j'ai pensé à tous ces objets qui changent de statut quand la nouvelle tombe. Une bague devient une phrase, une poche devient un coffre. Plus tard, il a signé les papiers avec une écriture appliquée. L'équipe de coordination a pris le relais pour les formalités nécessaires. Il a demandé s'il pouvait garder la petite boîte, même vide. Il a dit qu'il en ferait un talisman, qu'il la poserait sur l'étagère, où il mettait là leurs billets de spectacle et leurs cartes postales. Avant de partir, il a remis l'anneau en place une dernière fois, non pas pour corriger, mais pour confirmer le monde qu'il voulait sauver de l'oubli. Ce soir-là, la réaction que je n'oublierai jamais n'a pas pris la forme d'un cri, ni d'une chute. C'était une main qui fouille une poche et ramène un futur qui n'aura pas lieu, pour le poser doucement dans le présent, afin qu'il y reste. Les jours suivants, je me suis surpris à vérifier mes propres poches avant d'entrer dans une chambre. Pas pour y chercher une clé ou un stylo, mais pour me rappeler que certains objets pèsent plus lourd que le métal ou le verre. Une bague peut devenir une encre, une boîte vide, un autel. Quand il faut annoncer la mort, on croit que les mots portent tout. Parfois, ce sont les gestes minuscules qui tiennent le monde en place. Apprendre à parler avec les mains. Je croyais que le pire était de dire l'irréversibilité. Je me trompais. Le plus difficile a été d'apprendre à taire une voix sans éteindre une personne. Elle était chanteuse, pas une star que l'on croise sur des affiches, mais une professionnelle qui vivait de sa voix, cours particuliers l'après-midi, concert intimiste le soir, studio d'enregistrement certains week-ends, une quarantaine posée, un rire qui savait monter d'un demi-ton jusqu'à toucher les vers et les rendre plus clairs. Depuis plus d'un an, une douleur qui traînait, de l'enrouement qui ne passait pas, un souffle court après des phrases pourtant courtes. Les examens ont commencé comme toujours, laryngoscopie, imagerie, prélèvement. Le verdict est arrivé sans hystérie, mais avec précision. Une tumeur agressive qui s'accrochait à ce qui faisait sa vie. Il y avait des options, toutes imparfaites. L'équipe d'oncologie a tout posé sur la table médicale imaginaire. L'option la plus sûre, du point de vue de la survie, passait par une laryngectomie totale. Vivre, mais sans la voix qui avait été sa demeure. Nous nous sommes assis dans une salle où la lumière tombait en nappe douce. Je lui ai expliqué les étapes, la trachéostomie définitive, la rééducation, les voies de remplacement possibles, la voie œsophagienne, l'électrolarynx, la possibilité d'un implant secondaire. J'ai parlé lentement, j'ai laissé autant de place au silence qu'aux explications.
Elle a écouté sans m'interrompre. Ses doigts pianotaient un rythme régulier sur son genou, comme si un métronome intérieur refusait de s'arrêter. Le moment que je n'oublierai jamais est arrivé après un long temps sans mots. Elle a pris un carnet, a écrit quelques lignes, a tourné le carnet vers moi. Elle ne demandait pas si elle allait vivre longtemps, ni si elle pourrait remonter sur scène. Elle demandait d'apprendre à dire « je t'aime » avec les mains, pour ses élèves, pour sa mère, pour son compagnon, pour elle-même, les jours où elle se ferait peur devant un miroir. Il n'y avait pas de pathos dans cette demande, c'était une feuille de route. Si la voix se tait, les mains parleront. Nous avons convoqué une orthophoniste spécialisée et une interprète en langue des signes. Un plan a été monté avec un soin presque artisanal. Avant l'opération, apprentissage des bases qui permettent d'exprimer le oui, le non, la peur, la joie, la douleur localisée, l'envie d'eau, le besoin de repos. Après l'opération, exploration des options vocales de substitution, essai patient avec un dispositif électronique qui robotise un peu le timbre, mais rend des phrases entières possibles. Elle s'est appropriée chaque outil avec une obstination douce, celle des pédagogues qui savent répéter sans s'user. Le jour de l'intervention, elle a serré la main de l'orthophoniste avec un code que nous avions vu naître dans la salle de rééducation. 2 pressions pour la confiance, une pression longue pour la gratitude, une main ouverte pour la promesse de revenir. La chirurgie s'est déroulée selon le plan. La cicatrice a trouvé sa place comme une nouvelle ponctuation au bas du cou. En post-opératoire, elle a écrit sur un tableau effaçable, a pointé des images, a fait signe pour demander un peu d'air frais, a dessiné une clé de sol approximative qui nous a fait rire sans bruit. Les semaines suivantes, on redessinait un territoire. Le matin, elle faisait ses exercices, apprenait les vibrations nouvelles, testait la hauteur possible sur un mot tenu, retrouvait une cadence pour marcher sans s'essouffler. L'après-midi, elle recevait des amis à heure fixe, 1 heure par jour, pas davantage, pour s'entraîner à converser avec la machine, puis sans, puis avec des mains seules, selon l'énergie disponible. La première fois qu'elle est revenue au centre de musique, les élèves se sont assis en rond. Elle a posé la main sur la table et a signé lentement une phrase simple. Les élèves ont répété, ont compris, ont souri. La voix avait changé de forme, mais elle était là. La réaction qui m'accompagne n'est pas un effondrement, c'est un remplacement. Le jour où nous avons annoncé la décision, elle a sorti de son sac une petite carte écrite à la main, un programme de concert qu'elle devait donner à la fin de l'été. Elle a barré d'un trait doux le mot chant, a écrit en dessous lecture musicale et gestes. Elle a dit par écrit que ce ne serait pas un renoncement, mais un déplacement. Ce soir-là, j'ai appris que l'on peut annoncer la perte d'une voix et recevoir en échange une langue nouvelle. Des mois plus tard, elle a offert une courte performance dans le hall de l'hôpital. Un peu plus de 30 personnes, assises dans le bruit feutré des ascenseurs. Elle a donné une pièce de musique minimaliste en faisant dialoguer un électrolarynx avec un quatuor de cordes. Les mains conduisaient, la tête ponctuée, les yeux disaient « merci » à chaque fin de phrase. La salle a respiré comme un seul thorax. Je me suis dit que certaines mauvaises nouvelles ne se contredisent pas, elles se traversent. Et je me suis rappelé que notre travail ne se termine pas au seuil de la salle d'annonce. Il continue quand il faut aider quelqu'un à construire une autre manière d'habiter sa vie. Depuis, quand je dois parler d'une perte définitive, je cherche toujours la langue de remplacement. Parfois, c'est la photographie à la place du sport, parfois la cuisine au lieu du voyage, parfois la marche lente quand la course devient impossible. Je garde en tête cette demande écrite un soir d'hiver, apprendre à dire « je t'aime » avec les mains. Elle m'a appris que même lorsqu'une voix se tait, une autre peut naître, à condition d'avoir assez de silence pour l'entendre.